Alors, on a beaucoup de temps pour jaser ce matin et on va prendre le temps parce que c'est pas l'actualité qui manque. Il y a beaucoup de sujets, mais d'abord sur la scène locale, les pompiers qui ont été appelés hier à 17h, 16h59 pour être précis, ont été appelés sur les lieux au 438 boulevard Taché-Est, en face du 438 boulevard Taché-Est, pour un accident impliquant deux véhicules. Ils ont été appelés à intervenir rapidement parce qu'il y a un des deux véhicules qui a pris feu, d'ailleurs qui a été déclaré perte totale. Et il n'y a pas de blessés, c'est ça qui est important. Ce n'est que de la tôle, là. C'est pas très grave, parce qu'il n'y a pas de blessés, mais quand même, on a dû transporter une personne au centre hospitalier, là, à l'Hôtel-Dieu de Montmagny, pour évaluation, là, pour être certain que tout était correct, là. Donc, c'est un accident qui a quand même eu donné pas mal de problèmes aux gens là, qui retournaient en direction est, là, parce que pendant plus de 45 minutes, et on voit là, la circulation bloquée pendant plus de 45 minutes, alors les gens ont pu retourner à la maison aux alentours de 18h. Donc, plus de peur que de mal, mais quand même, un accident important là, qui est survenu à Montmagny en fin d'après-midi hier. Je vous le rappelle, là, il n'y a pas de blessés. Cependant, là, il y a une personne qu'on a transportée en ambulance là, pour être certain là, que tout était correct. Lors d'une conférence de presse hier, mercredi, c'est la MRC de Kamouraska qui annonçait le déploiement d'un réseau d'attraits mycologiques sur son territoire. On sait que dans la MRC de Kamouraska, le mois de septembre est le mois du champignon. Et on veut développer un attrait touristique ou plusieurs attraits touristiques autour de ce mois du champignon. Donc, réalisés par des artistes et artisans de la région, ce sont des œuvres et attraits uniques qui sont maintenant installés dans la plupart des municipalités du Haut-Pays de Kamouraska. Donc, le mois du champignon, c'est une occasion rêvée pour les participants de découvrir des magnifiques œuvres, en plus de profiter de nombreuses expériences, menus et produits mycologiques offerts pendant tout le mois. Donc, des trésors mycologiques qu'on peut découvrir, entre autres, là, il y en a plusieurs. Attendez un petit peu, est-ce que je les ai gardés? Non, je ne les ai pas pris en note, là. Mais quand même, je vous invite fortement à aller faire un tour. C'est tellement une belle région, la MRC de Kamouraska. Il y a un concours aussi qui est organisé là, avec cette activité mycologique. Donc, des gens qui peuvent se prendre en photo devant différents sites là, dans les municipalités de Kamouraska. Et vous pouvez gagner là, des prix par rapport à ce mois de septembre. Des gens qui sont intéressés par la mycologie, là, vous aurez du plaisir à découvrir cette nouvelle activité qui, depuis quelque temps, là, depuis quelques années, que c'est le mois du champignon dans la MRC de Kamouraska. Une belle initiative. Bravo aux gens de Kamouraska. Moi, je trouve ça beau de voir, on appelle ça une paire de générations, là. Ce sont des activités intergénérationnelles. Vous savez, grâce aux médias, et je suis fier de vous le dire, là, on peut apprendre qu'il se passe des belles choses dans notre région. C'est à Sainte-Perpétue, dans la MRC de Lillet. Ce sont des activités intergénérationnelles là, que formaient la garderie Les Petites Libellules et la résidence Odette Blanchette, toutes deux situées à Sainte-Perpétue, dans la MRC de Lillet. À cet effet, tous les mois, 13 aînés de la résidence Blanchette, d'ailleurs on en voit quelques-uns sur la photo, et 5 enfants de la garderie en milieu familial se rencontraient afin de tenir une activité intergénérationnelle. Alors on parle de se sucrer le bec, danser, jardiner, cuisiner, rire. Imaginez comment ça doit faire du bien à nos aînés, comment ça doit faire du bien aussi à nos enfants. Donc, quelle belle initiative. Donc, ça s'est passé, il y a eu 6 activités intergénérationnelles. Là, on nous dit que la garderie de Mme Sylvie Grenier a fermé ses portes au mois d'août, mais quand même, les enfants ont monté une petite cabane d'oiseaux qu'ils ont offerte à la résidence pour clore ces magnifiques rencontres. On dit que ça va recommencer. Il y en a d'autres rencontres intergénérationnelles et qui vont reprendre là, au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, dans la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny. C'est de quoi qu'on n'est pas au courant.
Et moi, je ne le savais pas. J'ai appris ça hier via un communiqué de presse, là. C'est une belle initiative. Bravo, félicitations. Et j'espère que ça va se poursuivre. Ce sont des moments qui vont rester gravés dans la mémoire de ces gens âgés, ces aînés, et aussi de nos enfants. La bibliothèque de Montmagny qui fête ses 10 ans, le 28 septembre, bien, il va y avoir une journée spéciale pour souligner ses 10 ans. Vous vous souvenez qu'on a eu de la misère à l'avoir, notre bibliothèque? Bien, ça fait 10 ans. Et on fête maintenant le succès de cet établissement. C'est tellement beau. On est allé la semaine dernière tourner l'entrevue que vous avez vue hier avec Clément Asselin, qui est président du conseil d'administration. On rentre là, puis on se sent là, c'est calme, c'est serein, c'est... je ne sais pas, l'atmosphère qui règne dans cette belle bibliothèque. D'abord, on est rentré par la porte de l'ex-presbytère Saint-Thomas. Là, vraiment magnifique endroit. Alors, bravo à tous les gens qui gravitent autour de cette belle bibliothèque. 10 ans. Et 10 ans, ben, c'est grâce à Jocelyn Landry, qui en est directeur général. C'est grâce à un conseil d'administration. C'est grâce aussi des bénévoles, une soixantaine de bénévoles, que M. Asselin nous disait la semaine dernière, là, qui, tour à tour, prennent le flambeau là, pour assurer là, le service aux gens qui utilisent la bibliothèque de Montmagny. Bien, c'est ça. Quand on parle d'une communauté tissée serrée, bien, c'est ça, des gens là, qui se tiennent ensemble pour dire, bien, regarde, on va s'en occuper de notre bibliothèque, puis on va la faire marcher. Bien, elle marche, notre bibliothèque. Alors, le 28 septembre, là, on va fêter les 10 ans. On m'a dit qu'on entendrait parler là, sur les ondes de CMA-TV au cours des prochaines semaines. Une initiative de la Ville de Montmagny, 7500 tuiles usagées qui couvraient la surface multifonctionnelle du parc récréatif de Montmagny. Jean, c'est où ça, le parc récréatif de Montmagny? OK, on m'a dit l'ancienne piscine de l'OTJ, ça ne m'en dit pas plus. Mais, en tout cas, c'est une... OK. OK. Bon, c'est où est le deck hockey? OK. Bon. C'est où était la piscine, l'ex-piscine, où était le local des scouts, pour les gens qui se souviennent, là, sur l'avenue de la Fabrique. Bon, je me demandais c'était où le parc récréatif. Ben, c'est où la patinoire. Ce serait la patinoire. Ce serait, je vais le dire au conditionnel, parce que Jean Carbonneau n'a pas de l'air plus sûr que moi, là. Ben, bon. Ce qu'on a fait, c'est que ces 7500 tuiles-là, là, on les a offerts au public. Au lieu d'aller les porter au centre de récupération, là, on les a offerts au public. Il y a 60 citoyens qui ont levé la main. 7500 tuiles qu'on vendait à 50 cents la tuile, bien, on est allé chercher 3500 $ avec ça. Des gens ont pu l'utiliser pour toutes sortes de besoins, là. C'était des tuiles usagées, bien sûr, mais quand même, 60 personnes qui ont acheté ces tuiles au coût de 50 cents. Bien, on est allé chercher 3500 $ avec ça, puis on va le réinvestir dans les infrastructures municipales. Donc, c'est un beau geste de récupération. Bravo aux initiateurs de la Ville de Montmagny là, qui ont eu cette idée. Et ça va probablement donner l'idée à d'autres qu'il faut utiliser de plus en plus ces produits, au lieu d'aller les jeter, bien, de pouvoir les réutiliser. Alors, ils ne sont pas dans ils ne sont pas dans les sites d'enfouissement, ils se retrouvent plutôt dans des maisons quelque part et dans les caves, des sous-sols, peu importe. C'est une belle initiative. L'Everest de la Côte-du-Sud qui reprend ses activités demain soir. Ils seront au Colisée Jean Béliveau. Ils rencontreront leurs adversaires parce qu'on sait que l'Everest s'est rendu en finale et a perdu contre le CF de Longueuil. Bien, demain soir, ils croiseront le fer contre le CF de Longueuil. Alors, c'est un retour au jeu pour l'Everest. Il y aura 48 rencontres durant la saison régulière pour tous les clubs de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Il y aura aussi, spécial un peu, là, on va présenter la Coupe Napa, des gens qui vont se faire photographier. Mais c'est à Longueuil. Je sais qu'il y a des gens de Montmagny là, qui suivent partout leur club. Alors, probablement que ces gens voudront se faire photographier avec la Coupe Napa. Même si on ne l'a pas gagné, on ne peut pas avoir passé plus proche de l'avoir gagné, mais on ne l'a pas gagné. Alors, les activités
du club l'Everest de la Côte-du-Sud qui reprennent demain. Et aussi, on peut souligner qu'il y a des activités spéciales dont la Coupe Canada de l'Est qui se déroulera en novembre prochain. Le défi mondial junior A qui se tiendra du 9 au 15 décembre prochain à Camrose en Alberta. La Coupe du centenaire du 8 au 18 mai 2025 à Calgary. La Coupe Québec des Jardins du 23 au 25 mai à Saint-Jérôme et le gala de la Ligue de hockey junior 3A du Québec planifié en mai 2025. Alors ça, c'est sur la scène locale. Maintenant, sur la scène provinciale, j'utilise souvent, et je le dis, je le mentionne, parce que ces journalistes font une sacrée belle job, des journalistes du Journal de Québec. Hier, vous avez sûrement, on en a parlé un petit peu hier matin, M. Fitzgibbon, là, qui était en conférence de presse pour annoncer son départ, il l'a mentionné, Fitzgibbon n'avait plus la motivation pour continuer. Pourtant, il y avait beaucoup de dossiers devant lui et il était apprécié, reconnu par ses pairs aussi. Pourquoi il n'y avait plus de motivation? Parce qu'il a déposé le projet de loi 69 qui entre en commission parlementaire la semaine prochaine pour être approuvé. On sait qu'on n'approuve pas une loi comme ça. Il faut que ça passe en conseil en comité parlementaire, et après ça, on étudie, et là, si tout est... on peut, des fois, y apporter certains ajustements, et après ça, là, on peut l'approuver. Il était rendu là. Mais ce qu'on apprend, ou ce qu'on a appris hier, c'est qu'il a dit à M. Legault, je quitterai au mois de décembre. M. Legault a dit, ce serait peut-être mieux que tu partes tout de suite. Tu sais, quelqu'un qui pense partir dans la tête des gens, il est déjà parti. Alors, M. Fitzgibbon, qui aujourd'hui sera officiellement parti, ne fera plus partie du Conseil des ministres. Et je lisais, sous la plume de Nicolas Lachasse, dans le Journal de Québec, les ténors du gouvernement Christian Dubé et Éric Girard termineront leur mandat. Le ministre Dubé dit qu'il serait prêt à signer avec son sang, qui va terminer son mandat. M. Christian Dubé, moi, c'est un bonhomme que j'aime beaucoup de par son professionnalisme, mais là, il ne faut pas que tout le monde commence à démissionner. Déjà que M. Fitzgibbon, avec son départ, ça demande une élection partielle dans Saint-Jérôme, pas Saint-Jérôme, Terrebonne, voilà. Alors, il y aura une élection partielle. Déjà, le Parti québécois, hier, qui était réuni en caucus là, pour faire le point sur la prochaine session parlementaire, ils ont abandonné, ils ont arrêté tout de suite leur caucus, puis aujourd'hui, ils doivent se retrouver dans cette région-là là, pour déjà commencer à préparer le terrain. J'évite un peu, il ne faut pas oublier que le premier ministre, Legault, a 6 mois pour déclencher une élection partielle. Mais quand même, ça va coûter encore de l'argent aux contribuables, le fait que M. Fitzgibbon parte avant la fin de son terme. Est-ce qu'il va y avoir d'autres départs? Ça, c'est à suivre. On sait que les élections sont en 2026 du côté provincial. Alors, histoire à suivre. Et ce serait Mme Fréchette, de son prénom Christine, qui deviendrait la ministre de l'Économie et de l'Énergie. Et il semblerait que M. Legault va garder le dossier d'Hydro-Québec. Je pense que c'est approprié que ce soit le premier ministre parce que c'est un dossier vraiment important. On sait qu'Hydro-Québec a déjà connu de meilleurs jours. Et l'avenir d'Hydro-Québec, là, parce que les projets d'éoliennes, il y a le projet de barrage, en tout cas, c'est pas les projets qui manquent, mais c'est ça qui manque. Et là, on nous dit qu'on va augmenter substantiellement au cours des prochaines années, à partir de 2026, que notre facture d'électricité pourra augmenter substantiellement. Est-ce que M. Legault va tenir sa promesse de dire que jamais on dépassera 3 %? Il sera peut-être tenté, lui aussi, d'augmenter les tarifs pour financer les différents projets d'Hydro-Québec. Donc, beaucoup de pain sur la planche pour le parti de la CAQ, beaucoup de pain sur la planche pour Mme Fréchette qui prend les rênes de l'économie et de l'énergie et beaucoup de pain sur la planche pour M. Legault. De toute façon, je pense que le gouvernement, on va simplifier la chose, le gouvernement a du pain sur la planche. Hier, plusieurs ont été surpris. C'est la fin du mariage entre libéraux et néo-démocrates. Monsieur Singh, attendez un petit peu, Jagmeet, non, je voulais bien le prononcer, Jagmeet Singh
a annoncé hier, par voie de vidéo, qu'il avait informé le premier ministre Trudeau qu'il mettait fin à l'entente. Et ça, c'est sûrement pas une bonne journée pour M. Trudeau. On reçoit Bernard Généreux mercredi prochain. On va lui demander les tenants et les aboutissants de ce qui pourrait se produire, vu que M. Trudeau se retrouve avec un gouvernement minoritaire. Et là, le fait d'avoir une entente avec M. Singh, bien, il pouvait dormir tranquille. Mais là, c'est plus la même chose. Et là, il sera obligé de courtiser les autres partis, sauf le Parti conservateur, parce que je pense que ça ne fait pas partie de cette intention de solliciter le Parti conservateur s'il y a un projet de loi ou une décision à rendre. Mais le Bloc québécois, ou encore peut-être de solliciter M. Singh, mais ça change la donne à la Chambre des communes, surtout que la rentrée parlementaire se fait le 16 septembre prochain. Donc, ce sera intéressant là, d'en jaser avec M. Généreux, à savoir quelles sont les conséquences du fait que M. Singh brise cette entente, mette un terme à cette entente. Donc, ça a surpris beaucoup de gens. Les 5 projets de l'entente, là, c'est sous la plume de Raphaël Pirot du Journal de Québec. Un programme d'assurance médicaments qui couvrait pour commencer les pilules contraceptives et les médicaments pour le diabète. Un régime de soins dentaires qui finira par couvrir les Canadiens les moins bien nantis, les enfants et les aînés. Offrir des places en garderie à 10 $ à l'échelle du pays, en excluant le Québec, qui détient déjà son propre programme. 10 jours de congé de maladie payés pour les travailleurs et une loi anti-briseur de grève pour empêcher les entreprises d'avoir recours à des scabs. Et c'est là-dessus, je pense, que M. Singh, parce que lorsqu'on a voté, ou on a décidé de mettre un terme là, au lockout là, des Teamsters la semaine passée, là, je pense que c'est là que M. Singh aurait décidé, mais il y avait beaucoup de pression de la part de son parti, de ses partisans, là, par rapport à cette entente-là. Mais quand même, ce qu'on vient de voir, les 5 projets nés de l'entente, c'était les projets qui faisaient partie du parti du NPD, du nouveau Parti démocratique. Alors, il aura réussi à obtenir au moins ces 5 projets-là. Mais je pense que le 5e item, là, la loi anti-briseur de grève, je pense que ça a été la goutte qui a fait renverser le vase et que M. Singh a dit « Oh, c'est assez ». Si on revient dans le secteur provincial, vous savez que M. Denis Coderre a annoncé qu'il veut se porter candidat, c'est officiel, il l'a annoncé qu'il se portera candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, campagne qui doit commencer au début de l'année 2025. Et il a dit qu'il se présenterait comme candidat dans Bellechasse. Alors, c'est à côté de chez nous. Mais là, M. Coderre, on apprend ça sous la plume de Jean-François Cloutier, devra régler ses problèmes d'impôts avant de pouvoir se présenter officiellement à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Donc, c'est les ténors là, du Parti libéral qui lui disent, là, il faut que vous régliez vos problèmes. Et c'est tout à fait normal. Ce qu'on dit dans ce texte de M. Cloutier, c'est que tout le monde doit payer ses impôts. M. Coderre ne fait pas exception. Tous les résidents du Québec doivent payer leurs impôts. Alors, c'est la même chose. Et en plus, s'il devait devenir le chef du Parti libéral ou encore même premier ministre, il ne peut pas avoir des problèmes avec Revenu Québec. Donc, les sommes réclamées, c'est toujours selon le Journal de Québec, en 2021-2022, 66 373 $ et en 2023, 67 903 $. Alors, M. Coderre devrait, Revenu Québec, 134 276 $. Donc, probablement qu'ils vont régler ça parce que M. Coderre est un bon politicien et il connaît les rouages de la politique. Donc, je suis certain qu'il est conscient de la chose et qu'il va réagir à tout ça, mais il a dit que c'était une histoire personnelle et qu'il allait faire ce qu'il faut pour régler la situation. Je ne sais pas ce qui se passe avec le Pont de Québec, mais ça fait quelques fins de semaine, entre autres la fin de semaine dernière, la fin de semaine de la fête du travail, le retour des étudiants en classe. Et là encore, on a fermé le Pont de Québec au complet, des deux côtés, dans les deux directions, de vendredi aller jusqu'à lundi.
Et là, ça crée des problèmes de circulation au Québec, entre autres, justement, on jasait de ça hier, dans le secteur de Monseigneur-Bourget, aller jusqu'à peu près là, avenue Tania, là, autrefois Saint-Jean-Chrysostome, là, Taniata. J'ai dit Tania, mais c'est Taniata. Donc, aller à peu près là, de Monseigneur-Bourget jusqu'à Taniata, là, c'est toujours, et en direction ouest, c'est toujours embourbé. Et après ça, ben là, ça se dégage un peu. Mais là, imaginez-vous, quand le pont de Québec est fermé et quand on a des fins de semaine comme on avait la fin de semaine dernière, la fin de semaine de la fête du travail, ou encore quand il y a une fête, qu'il y a d'autant plus de circulation, bien là, c'est encore plus parce que là, les étudiants rentraient à l'école. Je ne sais pas ce que ça va finir par faire, mais la circulation est dense et ça n'ira pas en s'améliorant. Et je termine aussi sur le fait que le taux variable redevient populaire. On sait qu'hier, la Banque du Canada a baissé le taux préférentiel ou son taux directeur de 1/4 de point. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours bien. 3 baisses consécutives alors qu'on avait eu 10 hausses consécutives. Ça fait du bien. Mais là, probablement que les gens voudront plus travailler avec le taux variable que le taux fixe. Alors, on va sûrement avoir l'occasion d'en parler au cours des prochaines semaines. La prochaine annonce est au mois d'octobre. Voilà. Bien, ça complète pas mal les grands titres de l'actualité de ce jeudi 5 septembre. Demain, on reçoit Parlons santé avec Daniel Lachance, c'est notre chronique habituelle. Et Guillaume Larochelle du club de soccer Montmagny viendra nous parler de la saison qui, si elle n'est pas terminée, elle est sur le point de se terminer. Donc, ce sont nos invités pour demain dans le cadre de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Salut à vous, les gens de la Côte-du-Sud. On vous donne rendez-vous demain pour une autre émission d'information. Alors, passez une excellente journée. À demain.